Je me présente, Nordine Mahmoudi, un des membres fondateurs du Mahmoudi Gym, avec mon frère Mama, qui est le père d'Elias, je suis son oncle. Un club que nous avons monté il y a pratiquement maintenant 32 ou 33 ans, qui était à la base sur du karaté Kujishinkai, et puis après du Muay Thai, Kempoli, du Shidokan, kickboxing, full contact, un petit peu toutes les disciplines, tous les arts martiaux. Et on en est arrivé à créer notre propre style, qui est un mélange un petit peu de toutes ces disciplines, qui est l'école du Mahmoudi Gym. Moi je m'appelle Elias Mahmoudi, je suis le fils de Maman Mahmoudi et le neveu de Nordine Mahmoudi qui m'ont très vite encadré et enseigné tout ce que je sais à l'heure d'aujourd'hui, avec l'aide de Christophe Lévesque, faut pas oublier, qui a lui-même été encadré et presque je dirais éduqué par mon oncle et mon père. Donc voilà, Elias Mahmoudi, boxeur pro du Mahmoudi Gym. Voilà, j'avais oublié effectivement de citer Christophe Lévesque était un de nos combattants, et mon frère, il a commencé le Muay Thai chez nous à l'âge de 13 ou 14 ans exactement. Ça a été le premier français à avoir décroché un titre en Thaïlande. Il a été champion du sud de la Thaïlande à une époque lointaine même, ça a été le premier. Et depuis, il enseigne, il s'occupe de la nouvelle génération. Et toutes les nouvelles générations passent entre ses mains. Et effectivement, Elias a commencé le Muay Thai avec lui. C'est Christophe qui lui a transmis le savoir. On est en pleine confiance parce qu'il est issu de notre école. C'est nous qui l'avons formé. Et sa méthodologie d'enseignement est calquée sur celle que nous lui avons donnée. Ça fait qu'on était dans une confiance totale afin qu'il s'occupe d'Elias et des autres combattants, des autres plus jeunes. Et dès qu'ils arrivent à l'âge de 14-15 ans, qui commencent à prendre un petit peu plus de force et de maturité, à ce moment-là, c'est nous qui les récupérons. Et pour ceux qui veulent devenir des combattants professionnels, on met les moyens nécessaires à travers les voyages à l'international, les voyages en Thaïlande, la Hollande, la Belgique, l'Angleterre. On a fait les États-Unis, on a fait la Turquie, on a fait pas mal de pays pour que ce soit des combattants aguerris au moment où ils seront en capacité d'intégrer le circuit professionnel. Ouais. Donc toi, Nordine, tu apprends en main Elias depuis son plus jeune âge. Oui, avec son père. Avec son père. Christophe, comme je l'ai dit auparavant. Aujourd'hui, tu le manages. Oui, aujourd'hui, je suis son manager. Je manage 90% ou même 100% des athlètes du Mahmoudi Gym. C'est moi qui m'occupe de driver leur carrière, de leur trouver leurs partenaires, qui m'occupe des relations presse, c'est moi qui m'occupe de faire le boulot. Avec toutes ces années d'expérience, c'est moi qui m'arrange avec les différents promoteurs. Les gens me font confiance parce que ça fait des années qu'on est dans le milieu, qu'on n'a jamais planté des gens, qu'on est le plus sérieux possible. Et ce qui fait en sorte que les gens nous font confiance et ça me permet d'avoir une facilité de pouvoir placer mes gars un petit peu partout. D'accord. Donc ce lien s'écrit au fur et à mesure avec les organisations, tout ça. Ouais, c'est toute une question de confiance. Le milieu il est tellement petit que si tu fais le con une fois, 2 fois, ça y est, fini, t'es mort. Donc ça veut dire que chez vous, la discipline de rigueur, toi Elias, on peut constater que t'es un garçon qui est bien élevé, qui a des principes, des valeurs. Merci donc, maman, merci papa. Et justement, j'allais en venir, donc merci maman, merci papa. Aujourd'hui, tu as une carrière incroyable puisque tu es combattant au ONE-FC, dans l'organisation numéro 1 du pied-point. Comment ça s'est passé du ton premier jour au One jusqu'à aujourd'hui? Alors, déjà, je voulais juste revenir sur la question juste avant. Mon oncle, il a double casquette. Il fait manager, donc sur tout le plan professionnel, trouver les combats, etc. Et il fait entraîneur aussi à double casquette. Et si les organisations sont aussi demandeurs du Mahmoudi Gym, c'est grâce à l'entraînement qu'on suit et grâce à la rigueur de nos boxeurs et le professionnalisme de nos boxeurs. Tous les athlètes du Mahmoudi Gym sont très sérieux, sont très, très durs au mal, ont un gros mental grâce à la formation qu'on suit tous. Et c'est ce qui fait la différence. Ensuite, ta question, tu peux me la réitérer s'il te plaît? Donc aujourd'hui, tu es dans la plus grande organisation donc, de pied-point, le ONE-FC. Donc en réalité, comment ça s'est passé donc, de tes débuts au ONE-FC, c'est-à-dire la pression, découvrir un nouveau continent, une nouvelle manière de boxer, jusqu'à aujourd'hui d'être le combattant que tu es, quoi? Alors,
J'ai pas eu forcément d'appréhension ou de pression. J'ai boxé grâce à mon manager dans les plus grosses organisations mondiales depuis que je suis tout jeune. J'ai boxé dans les plus gros plateaux en Italie, les plus gros plateaux au Japon. J'ai fait le KONGP plusieurs fois, j'ai fait le Crush. J'ai boxé un peu partout dans les plus grosses organisations, donc j'étais déjà habitué à cette pression et comment dire, à des grosses organisations où on voit que les boxeurs sont pris pour des boxeurs. Je dirais du premier au dernier combat, on a pris un peu plus de confiance en soi. On sent qu'on est dans l'organisation, qu'on est intégré à l'organisation et qu'on fait partie, qu'on est un membre à part entière de l'organisation qui compte sur nous et qui joue sur nos prestations. Donc on s'accroche un peu plus à l'organisation. Maintenant je suis totalement à l'aise avec le style de combat en cage, avec les gants de MMA, ce que j'ai tout de suite accroché, tout de suite apprécié, et je suis de mieux en mieux dans ma vie professionnelle au niveau du ONFC. Toi du coup, Nordine, dans les arts martiaux, il faut s'adapter. La preuve c'est qu'au ONFC, ça commande à la cage avec des mitaines, alors qu'on fait du pied-point. Donc toi, ce format-là, du coup, t'es obligé de l'adapter aussi à l'entraînement. Mais donc on m'a maudit gym. Nous, ce qu'il y a, c'est-à-dire que l'avantage qu'on avait, un avantage et un désavantage, comme on avait pendant très très longtemps une salle municipale, et on n'avait pas de ring dans cette salle municipale, ça fait que 99%, même 100% de nos combattants ont été formés dans un gymnase, avec 4 sacs accrochés autour du mur. Pas de ring, pas de matériel, très peu de matériel, juste notre savoir-faire et les paires de paro. Et ça veut dire que quand nos gars tournaient entre eux en sparring, il n'y a pas de délimitation, on n'a pas de ring. Ça fait que pour le corps à corps, quand ils apprennent le corps à corps, on ne peut pas leur enseigner le travail sur les cordes, parce qu'on n'avait pas de ring. Et pour tout ce qui est les distanciations, ils étaient obligés, eux, de s'adapter, parce que le mec avec qui ils tournaient, il pouvait fuir dans tout le gymnase. Ça fait que pour eux, en vérité, maintenant qu'ils combattent dans la cage, c'est un avantage. Parce qu'ils connaissent cette grande superficie. Ils ont l'habitude de naviguer sur un grand périmètre. Et 99% de mes combattants, là, on a investi dans un entrepôt, on a un petit local, on a une petite salle, un outil de travail qui nous permet de mieux bosser, on a un ring et tout ça. Mais pendant de très très longues années, on n'avait pas ça. Ça veut dire que les combattants ne découvraient la superficie d'un ring que le jour où ils arrivaient dans le ring. D'accord. C'est-à-dire qu'auparavant, jamais sur une préparation, ils n'utilisaient un espace restreint. Mais justement, ce fait-là, c'est un fait qui est quand même dangereux, puisque ça peut très bien se passer comme ça peut mal se passer du coup. Ouais, mais à partir du moment où la méthodologie de travail que nous on met en place, ça peut pas mal se... Si le mec suit ce que nous on lui dit de faire, ça peut pas mal se passer. Parce qu'on a une méthode de travail, et comme je te disais, on n'est pas des puristes Muay Thai. On connaît très très bien le Muay Thai, on maîtrise le Muay Thai, on a passé des années en Thaïlande, on connaît toutes les ficelles du Muay Thai, mais on a fait un Muay Thai à notre sauce à nous, on l'a fait à l'européenne, on a apporté des cordes supplémentaires, tout ce qui est techniques de Karate Kyokushinkai qui sont très peu utilisées, mais que nous on utilise énormément. C'est-à-dire qu'on a fait un remix de cette discipline, et la méthodologie de travail qu'on a fait en sorte que nos gars sont offensifs. D'accord. Le gars avance. C'est-à-dire que quelle que soit la superficie dans laquelle tu vas le mettre, le gars, à partir du moment où il a l'habitude de faire le camion d'avancer, il avance. Que ce soit sur un ring, que ce soit sur un tatami, sur ce que tu veux, tu regardes Elias, il ne recule jamais. Il est toujours au charbon. Tu regardes d'autres de mes combattants, si tu fais un petit peu une recherche, tu vas voir 80%, 90% de mes combattants, à part quelques-uns qui bossent comme ça, mais quand ils ne se préparent pas, c'est des feignants, à ce moment-là, ils s'adaptent. Ils jouent les malins, ils marquent des points, ils sauvent, ils vont à droite, ils vont à gauche, mais ils s'adaptent par rapport à la situation parce qu'ils n'ont pas fait les sacrifices nécessaires lors de la préparation pour rencontrer ses adversaires. Mais quand une personne elle est préparée à 100%, là c'est le charbon. Donc toi du coup Elias, quand tu es en combat, tu arrives à entendre ton coin, tu arrives à entendre les informations et du coup tu arrives à mettre passer d'action à réaction. Alors il faut savoir que je suis quand même un boxeur qui boxe beaucoup à l'instinct. Il faut savoir qu'on travaille des techniques des centaines, des milliers de fois à la salle. Donc forcément c'est des techniques que j'ai en mémoire, que j'ai dans ma lecture de la boxe.
et juste qu'il faut avoir le bon moment, le bon timing pour la sortir. Et j'écoute mon coin. J'ai déjà fait des prestations où c'est grâce au coin, changement de garde, travailler ici, travailler ça, que j'ai pu entendre. J'ai travaillé sur ça et c'est ce qui m'a permis de remporter mes combats. Mais je suis quand même un boxeur qui travaille pas mal à l'instinct et je roule mal. Justement, j'allais parler de ça, du roule mal. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les adversaires asiatiques, surtout en pied-point, en Muay Thai et tout ce qui est kickboxing, pardon, ils sont durs au mal. Donc forcément, toi, tu es obligé de t'adapter à ce niveau. Donc tu es obligé d'élever ton niveau à chaque fois. Et ça, franchement, avec ton expérience d'aujourd'hui, est-ce que tu te rends compte que aujourd'hui, un Français... Vas-y, réponse, tu veux. Non, c'est ma mère. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, franchement, un Français, un Européen, avec du travail, de l'acharnement, il a le niveau mondial? Largement, parce qu'on n'a pas la même boxe. Faut savoir que ça change très progressivement là. Plus on avance dans les années, plus les Asiatiques se mettent vraiment dans le circuit de ce genre de format. Enfin, on va dire plutôt les Thaïlandais, parce qu'au Japon ils sont déjà à fond au K1, c'est les meilleurs en K1, c'est les Japonais. Un peu partout, chez les Chinois aussi, ils sont habitués au format comme ça, où ça tape fort, ça tape vite, ça tape dur très rapidement sur des courtes sessions, des 3x3, des 3x2. Après, je pense que nous, les Européens, on a le petit truc en plus qui nous permet d'aller des fois faire des prestations choquantes comparé à des Thaïlandais qui ont je prends mon propre exemple. J'ai boxé l'Artila qui avait je sais pas, il doit être on le compte même plus, il doit être à plus de 350 combats, 400 combats. C'est une vraie légende de la boxe. Je le regardais, j'étais tout petit et pourtant je regarde pas les boxeurs, mais je suis tombé dessus par inadvertance et j'étais tellement captivé par la beauté et la puissance de sa boxe que j'ai regardé toutes ses vidéos et c'est un boxeur à qui j'ai réussi à tenir tête parce qu'on a ce style de boxe qui est différent. D'accord. Voilà. Et justement aujourd'hui, quand tu pars en Thaïlande, tu vois, quand tu pars t'entraîner, quand tu vas dans des camps pendant 2, 3, 4 mois, est-ce que le fait de t'adapter justement à cette rigueur, à cette discipline qui n'est pas la tienne, est-ce que du coup c'est compliqué pour toi ou franchement pour toi c'est la routine maintenant? Alors, c'est compliqué, oui, non, parce qu'on s'entraîne aussi dur, c'est pas plus dur chez nous. C'est juste que les charges de travail sont pas les mêmes. À savoir que c'est pas forcément bon de s'entraîner bêtement, très très durement, sans se reposer, sans se relâcher. Ça, on a appris ça avec le temps, avec l'expérience, avec tous les partenaires qui nous encadrent, que de travailler bêtement et durement tous les jours comme un acharné, ça paye pas. Il faut savoir alterner le travail, c'est ça qui est difficile pour vraiment tirer le meilleur de soi-même. Et donc maintenant, quand je pars dans des pays comme la Thaïlande, j'ai pas un dégoût du pays parce que c'est un pays magnifique, mais presque, parce que j'ai tellement souffert étant jeune là-bas, j'ai tellement fait de sessions super intensives où j'étais sans personne, ou qu'avec mon frère, ou que ça a été difficile, mais aujourd'hui, je pense que la maturité, enfin sur ma vie professionnelle, sur ma vie personnelle, je pense que c'est l'une des plus grosses qualités que j'ai eues, parce que grâce à ça, j'ai pris énormément en maturité, et ça m'a permis vraiment d'avancer dans ma vie, de voir les choses différemment. Je donne un exemple tout con, c'est que pour moi, quand j'étais au collège, j'avais pas forcément l'impression, enfin quand j'étais jeune, j'avais pas forcément l'impression qu'écouter à l'école l'anglais, tout ce genre de choses, c'était important. J'étais un peu bête, et très rapidement, j'ai pris mon premier combat pro à 11 ans, j'ai commencé à me dire ah ouais, en fait, quand tu pars à l'étranger, t'es tout seul, bah si tu veux pas anglais, tu fais quoi? Et donc ce qu'on me disait en cours, qui me passait par une oreille et qui ressortait par l'autre, parce que je respectais pas forcément, j'écoutais pas forcément, et ben quand on prend conscience des choses et qu'on les a en face de nous-mêmes, on se dit en fait écouter, apprendre, suivre les cours, c'est que des armes en plus dans ma vie future. Nordine, toi comment tu définirais Elias, son style pour toi, c'est quel genre de combattant? Pour moi, Elias, il a un style qui est très peu orthodoxe, parce que Elias, autant que si tu le programmes et qu'il se met à écouter, il va te sortir à la lettre tout ce que tu vas lui demander de faire, mais aussi bien que tu pars sur un game plan, s'il voit qu'au début le game plan c'est pas ça, il va pouvoir s'adapter et te sortir des trucs que même toi tu t'y attends même pas. C'est-à-dire qu'il y a une telle répétitivité depuis ce nombre d'années de mouvements, de répétitions de mouvements, qu'à un certain moment, c'est pas lui qui boxe, c'est son corps qui le défend. D'accord. C'est-à-dire qu'il ne va pas se retrouver à réfléchir à faire quelque chose, c'est son corps qui sait ce qu'il doit faire au moment où il doit le faire. Et ça, il y a certains combattants qui ont ça, c'est pas tout le monde,
Mais certains combattants arrivent à acquérir cette, on va dire comme cette science, tu vois, qui est innée, qui fait en sorte que à une situation donnée, le corps va savoir ce qu'il doit faire par lui-même, sans réfléchir. Ils vont se retrouver à mettre un high kick, si le high kick il va partir sur le back fist, si le back fist il loupe, ben il va se retrouver, il va piquer avec un genou. Mais ça, c'est pas moi qui lui dis de le faire. C'est lui-même qui va s'adapter et qui va pouvoir sortir ce qu'il y a de plus approprié au moment donné. Mais en général, si Elias il est archi prêt sur un combat, j'ai entièrement confiance et je suis sûr à 3000% que l'adversaire en face il va souffrir. Ça va être très 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 dur. En vrai, comme, enfin, je m'en cache pas, la boxe c'est vraiment pas quelque chose. Enfin, j'ai des côtés qui me plaisent énormément et d'autres qui sont extrêmement durs à gérer. Du coup, c'est vraiment pas quelque chose qui va me faire avoir la grosse tête ou qui va me faire me dire oui. Pour vous dire, quand j'étais en cours, je savais même pas que j'étais boxeur. C'est mes profs en tapant mon nom qui une fois, mais tu fais de la boxe, t'as fait là, t'as boxé là, t'as truc ça. Et du coup, c'est quelque chose qui pour moi est rentré dans une banalité parce que depuis tout petit, je connais que ça. Mon grand frère il était dedans. Aujourd'hui, mon grand frère il vient en Chine, il enseigne à l'UFC. C'est quelque chose qui est rentré dans une banalité où en fait, je suis comme toi, t'es comme moi, on a deux bras, on a deux jambes, on va aux toilettes tous les deux, on n'est pas des personnes différentes. Et quand on a cet état d'esprit là, que mon oncle, mon père, ma mère, ma famille en général m'a inculqué, que j'ai gardé et que je garderai, j'espère, toute ma vie, d'avoir 10 000 abonnés, 30 000 abonnés, 100 000 abonnés, 1 million d'abonnés, ça change rien à ma vie et ça me fait plaisir d'être reconnu. Je suis parti à Bordeaux la semaine dernière et il y a des fans qui m'ont reconnu, on échange sur le sport et tout, ça me fait plaisir, mais c'est pas une fatalité en soi. Moi je fais vraiment de la boxe pour gagner ma vie et tout ce qu'il y a à côté c'est que du bonus. Mais je prends pas les choses qui se passent à côté comme vraiment avec beaucoup d'importance. Moi maintenant j'aimerais qu'on parle vraiment de fight. Pour toi, tes plus grands moments donc dans un combat, pour toi vraiment le combat qui t'a marqué, l'adversaire par exemple qui t'a marqué et l'adversaire que tu voudrais affronter. Je dirais l'adversaire qui m'a marqué, je dirais l'Artila quand même. Parce que j'ai moi-même vu des choses dans sa boxe quand je l'ai boxé qui m'ont vraiment surpris. Le combat le plus important, ou du moins celui qui est le plus important, c'est à mes yeux, ça a été le Muay Thai Grand Prix que j'ai fait parce que je venais de perdre mon grand-père et l'adversaire que je voudrais boxer, ce serait Rotong pour le titre du One. Pour moi, Elias, il est un athlète en devenir. Faut pas oublier qu'Elias, il n'a pas encore la maturité physique d'un homme. Il a que 22 ans, il va avoir 23 ans. La force d'un homme, c'est pas 22-23 ans. Il va l'avoir vers les coups de 26-27 ans, une vraie force physique. Et là, les choses vont être totalement différentes. Ce qu'il réussit à faire maintenant, s'il continue, parce qu'il n'y a que Dieu qui sait ce qu'il lui réserve pour demain, tu vois. Il est là aujourd'hui, on ne sait pas où il est demain. Exact. Mais par contre, s'il continue dans ce sens-là, qu'il s'investit, qu'il se donne les moyens, ça va faire du sale, du très très sale. Parce que c'est un gamin, il va apprendre, il va gagner en expérience, il va gagner en maturité physique, il va gagner en maturité sur le ring, et ça risque de faire très 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 mal. Et nous, notre but à terme, c'est que Elias lui-même veut, parce que bon, Elias il le fait, c'est son métier. Elias, il n'aime pas la boxe spécialement, il aime comme ça. Ça lui manque, quand il castane pas, il a envie, quand ses potes ils boxent pas, il est avec eux, il a envie d'aller au charbon. Mais c'est pas un féru, c'est pas un malade de boxe. Par contre, comme c'est son métier, il veut bien le faire. Il veut très très bien le faire. Il est perfectionniste dans ce qu'il aime faire. Et son métier, par la suite, il sait que là où il y a de l'oseille à l'heure actuelle, c'est dans le MMA. Et il va se donner les moyens pour passer en MMA. Mais il ne veut pas y arriver pour faire de la figuration. Ça fait qu'il prendra le temps qu'il faut, mais quand il arrivera là-bas, c'est pour essayer de marquer les esprits et puis pour prendre le bingo. Est-ce que toi, de par ta nationalité, tu te sens boycotté par le One FC? Boycotté, oui et non. On va dire que je me suis senti un peu boycotté sur certaines prestations, comme la dernière prestation que j'ai fait contre Pechdam, enfin l'avant-dernière, où je pense que ça a marqué les esprits, une vidéo qui a fait plusieurs millions de vues.
Je pense que c'est l'une des vidéos qui a été le plus vue du One. Et je trouve qu'une décision comme ça qui a choqué 99,9% des internautes, c'est quand même un petit peu dommage. Après, j'ai là récemment appris que j'avais été destitué du ranking du K1 parce que j'étais j'ai évolué dans les deux disciplines et j'étais dans le ranking des deux disciplines. Alors que les candidats qui ont été mis n'ont même pas boxé en K1. Enfin bref, il y a plein de petits détails comme ça, mais je suis quand même très fier de boxer pour l'Algérie. Au jour d'aujourd'hui, si j'en suis où j'en suis, c'est aussi grâce à ça. J'ai énormément de soutien. Vraiment, le peuple algérien, il est au-dessus. Malheureusement, le peuple français... c'est pas la même chose, on va se dire la vérité. Je suis très fier de boxer aussi pour la France parce que je suis français et algérien et français, mais on va dire que le soutien, vraiment l'aide, elle est vraiment du côté algérien. Quand je boxe pour l'Algérie, je sais que quoi qu'il se passe, je suis porté, je suis aimé, je suis adulé, et c'est quelque chose qui aide à progresser et à avancer. En touterie Hein? En touterie va à l'Algérie. Alors encore une question. Je tiens à préciser une chose, que Elias est français et algérien, parce qu'il est français de par sa mère et algérien de par son père. C'est-à-dire que c'est pas juste un mot. Ouais. Mais c'est vrai effectivement que nous, on est dans le milieu depuis très très longtemps. Et on voit que les gens, on va dire en général, en France, l'athlète, le combattant, n'est pas suivi. Les gens ne lui donnent pas la reconnaissance qu'il mérite. Les gens s'intéressent au tennis, ils s'intéressent au football, ils s'intéressent à la Formule 1, mais les combattants, il n'y a pas de... Quand on voit un mec comme Mouballi qui va décrocher la ceinture WBC aux États-Unis et que le mec, ils en parlent même pas, ils ont totalement rien à foutre, ça fait mal. Alors quand il a décidé de prendre le choix, on a monté l'équipe d'Algérie en 2013 junior pour les championnats du monde amateur. Elias a représenté l'Algérie avec 6 autres combattants. Sur 6 combattants, il y a eu 6 médailles, 4 médailles d'or, 1 médaille d'argent, 1 médaille de bronze. Et on est parti et on a représenté l'équipe d'Algérie parce qu'il y avait une fin à recevoir déjà à l'époque de la Fédération française de ne pas participer à ce genre de compétition parce qu'ils estimaient que le règlement international n'était pas le même que le règlement national. C'est-à-dire que le règlement international, le KO était autorisé, pas au visage, et le règlement national interdisait les impacts. C'était à la touche. Alors ils nous ont pas laissé partir. On est parti avec l'équipe d'Algérie, on a monté l'équipe d'Algérie, et depuis qu'il a décroché la médaille d'or pour l'Algérie, il a continué à représenter l'Algérie, et on voit vraiment une grosse différence. On voit que les gens sont derrière, les gens y suivent, il y a des messages de soutien, il y a énormément de choses, et des choses qu'on ne trouve pas avec le public français. Je tiens juste à préciser que par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui dénigrent, tu viens en France, ceci, tu fais... à savoir que malgré tout ça, je suis, comme j'ai dit, très fier d'être français et algérien, d'être algérien et français, et que ce soit pour la France ou pour l'Algérie, c'est une fierté. J'ai boxé au Muay Thai Grand Prix pour la France et pour l'Algérie. Si j'avais le choix, c'est ce que je ferais. Maintenant j'ai boxé pour l'Algérie en France et c'est une fierté, je continuerai à boxer pour l'Algérie. À savoir que juste sur ma photo de profil Instagram, par exemple, c'est un petit détail, mais j'ai jamais changé le fait qu'il y avait un côté algérien, un drapeau algérien et un côté français. Et j'ai même aussi des critiques du côté algérien qui me disent ouais, faut choisir. Non, je suis français et algérien. Je boxe pour l'Algérie parce que c'est une plus-value pour moi et que c'est une fierté pour moi, mais à pas oublier que je suis français, que j'aime la France, que je vis en France et que si jamais le peuple pouvait progresser, le peuple français pouvait progresser et s'intéresser un peu plus au sport de combat comme on a un peu partout en Europe, en Angleterre, où on voit que des boxeurs sont traités comme des athlètes de haut niveau, ça serait un peu plus pratique pour les athlètes. Dernière question. Ouais. La même question pour tous les deux. À quand la ceinture du One FC et contre qui? Alors, quand la voiture du ST, c'est pas nous, il faut poser la question. Si ça tenait qu'à moi, la ceinture, il nous aurait déjà proposé. Déjà, si vous n'avez pas niqué, déjà, on l'aurait déjà. Là, ils auraient dû déjà, normalement, dans la logique, c'est-à-dire que je vais t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Après le combat face à Pejdam, je fais une réclamation. La réclamation m'est accordée. On me propose de refaire le combat face à Pejdam le 12 juillet. Titre en jeu. Mais
Elias, après le coup qu'il a pris dans les parties, s'est retrouvé à l'hôpital pendant 5 jours sous morphine. Et quand il est rentré en France, son médecin lui a interdit 2 mois de pratique. Parce qu'il y avait une lésion, il y avait une fracture du scrotum, et il y avait une torsion de la testicule. Fracture. C'est-à-dire que c'était quand même relativement grave, même très grave. J'ai fait montrer la vidéo à certaines personnes qui ont été choquées de voir dans l'état dans lequel il était. C'est-à-dire que après ça, on nous propose le titre, mais médicalement, il est impossible de le faire. Ça fait que Elias doit retrouver ses capacités à reprendre l'entraînement. Il faut 2 mois sans s'entraîner, mais après pour préparer un combat, il faut au moins 1 mois et demi ou 2 mois encore pour être au top. Ça fait que tu as 4 mois qui sautent. Entre-temps, le One a proposé la ceinture de Petchdam face à Elias Enahashi. Elias Enahashi l'a mis KO. Il a récupéré la ceinture. On pensait que automatiquement Elias aurait rencontré Elias Enahashi, qui aurait été pour moi à mon avis logique. Ça ne s'est pas passé comme ça. On a fait une défense de titre face à un Chinois. Enahashi a encore gagné. Et étant donné que Elias était on va dire entre parenthèses, ils l'ont dit en négatif, même si c'était un vol manifeste, on a dit qu'il était en négatif, parce que pour eux, ils estiment que ça a été calculé négatif face à Petchdam, alors que le monde entier a bien vu que c'était une supercherie, et qu'au minimum, c'était un no contest. C'était un no contest ou victoire pour Elias, mais on ne pouvait pas lui donner la victoire. Et ça fait que je me suis dit, automatiquement, ils vont nous donner la ceinture. En kickboxing, je ne parlais même pas de celle du Muay Thai, hein. Je parle qu'il était légitime de combattre pour la ceinture, parce qu'on m'avait proposé une revanche pour la ceinture. Et à l'heure actuelle, j'attends toujours. Il n'y a pas eu de ceinture, mais je fais entièrement confiance au patron du One Championship, Chatri, qui lui, sur un poste, une fois, a dit à Elias, sur un poste, c'est juste une question de temps. It's just a matter of time. Et comme je pense que c'est un homme de parole, hein, on n'arrive pas là où on est si on n'est pas un homme de parole. Et je pense que le moment viendra où on nous proposera la ceinture. Alors pour nous, ce sera impeccable en kickboxing, mais le Graal pour nous, ce sera en Muay Thai. Parce que pour moi, Elias, c'est plus un Muay qu'un kicker. Il prend pas la double. Et ça sera le top. Ça sera le top. C'est ce qu'on veut. Nordine Elias, un grand merci à vous pour l'interview. On sait que Elias était quelqu'un qui est un combattant qui est très demandé en France. On ne te voit pas souvent dans les médias d'ailleurs. Donc merci infiniment d'avoir accepté l'invitation sur MMA Fitness. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. On vous laisse le mot de la fin. On conclut. Le mot de la fin, on tient à vous dire que on aimerait énormément voir plus de solidarité dans ce milieu du pied-point. Que les gens, les partenaires viennent à nous pour que nos combattants puissent vivre de leur sport et que les générations futures ne soient pas sacrifiées comme les générations du passé. Parce que c'est énormément de sacrifices pour peu de résultats. T'as des mecs qui vont travailler toute la journée à l'usine et le soir ils vont s'entraîner et puis après ils vont taper des mecs qui vivent que de ça, qui se lèvent le matin, qui s'entraînent et qui vivent que de ça. Nous, le mec il va faire les 3-8 à Saint-Gobain, ou le mec il est plombier ou il est électricien et puis le soir il va à sa salle, il s'entraîne. Alors ce message je l'envoie aux décideurs, aux fédérations, à tous les gens qui sont là et qui soi-disant se battent pour nous. Si vous voulez vraiment vous battre pour nous, voilà un message. Et je parle au nom de tous les coachs et de tous les combattants. Voilà, c'est un message que je fais passer à ceux qui dirigent, ceux qui encaissent les cotisations, ceux qui encaissent les taxes pour les galas, ceux qui encaissent les affiliations, les licences, les ci, les ça. Battez-vous, battez-vous, battez-vous. Parce que sans nous, vous n'êtes rien. Je vous remercie. Je remercie toutes les personnes qui me suivent, qui m'encouragent, ma famille, mes amis. Particulièrement mon oncle ici présent, Norzine Mahmoudi, mon père Maman Mahmoudi, ma mère Alfiri Fabienne et mon grand frère qui vit en Chine et qui me manque, Joël Mahmoudi. Et encore merci à vous pour avoir pris le temps pour cette super interview. Bonne soirée à vous. C'était Elias Mahmoudi pour MMA Fatness.